Bonjour et bienvenue à Numérique, le magazine numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et nous sommes vos hôtes pour cette émission. Aujourd'hui, le numérique dans la vie du citoyen. Marie-Hélène. Bonjour Céline. Hier, on a parlé d'un sujet très intéressant, la société et le numérique, les communautés connectées et intelligentes. Mais sachez à la maison que les gens travaillent vraiment tous les jours pour faire rayonner le numérique. Oui, et c'est le cas de Québec Numérique, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'œuvrer pour le numérique. C'est l'équipe de Québec Numérique, d'ailleurs, qui organise le Web à Québec, le WAC, où on se trouve présentement, la semaine numérique et l'émission qu'on tourne aujourd'hui, numérique. Oui, ils ne font pas que ça, puisqu'ils organisent tout au long de l'année des événements, de rencontres pour les professionnels du numérique et pour sensibiliser sur le sujet. Pour les professionnels du numérique, mais aussi pour les néophytes, Québec Numérique veut vraiment vulgariser, démocratiser le numérique auprès des citoyens et des communautés. Et ils organisent aussi beaucoup d'événements pour faire rayonner le numérique d'ici à l'international, avec des délégations par exemple. Oui, au niveau national aussi, ils font beaucoup de travaux avec les instances gouvernementales, notamment Culture numérique, qui travaille avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour le plan culturel numérique. Et l'équipe s'implique aussi sur la réflexion autour de la stratégie du numérique du Québec. Exactement. Tout ça nous amène évidemment au sujet du jour, le numérique et le citoyen. Avec le numérique, nos habitudes changent. L'industrie des assurances ne peut pas y échapper non plus. Alors comment ce secteur se transforme-t-il? Pour répondre à cette question et bien d'autres encore, je reçois Éric Marcoux et Patrick Bouchard. Bonjour messieurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi, mon nom, c'est Patrick Bouchard. Je suis actuellement administrateur et ex-président du regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec. Et je suis courtier en assurance de dommages pour mon cabinet qui s'appelle Bouchard et Associés Solutions d'assurance. Très bien. Un peu plus court. Éric Marcoux, vice-président architecture et innovation TI à la Capitale Groupe Financier. Du point de vue des assurances, quels sont les changements récents que vous pouvez nous expliquer? Je permets que je commence. Des changements récents, en réalité, il y en a eu depuis des années. Ça va aussi loin qu'il y a plusieurs années où on traitait tous les dossiers de façon papier, que ce soit les nouvelles affaires, les avenants, les résiliations, ça se faisait tout de façon papier. Maintenant, ça se fait de façon en déversement, autant en aval qu'en amont, autant du côté des compagnies d'assurance que des courtiers en assurance. D'accord. Et on parle de la loi 141. Alors moi, je suis française, je ne connais pas bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, c'est simple. C'est que le projet de loi 141, c'est la refonte de l'actuelle loi 188 qui date de 1998. Donc, l'industrie de l'assurance de dommages n'a pas été mise à jour, ou l'industrie des services financiers, plutôt, la loi date de plus de 20 ans. Alors, la loi 141 vient mettre à jour certaines balises et même rénover d'une certaine façon la loi actuelle. Et le plus gros impact de la loi 141 pour l'assurance de dommages, en tout cas de mon côté, c'est la vente d'assurance par Internet qui va pouvoir se faire sans l'intervention d'un certifié. Alors, quelles sont les conséquences de ces changements pour le citoyen? Moi, c'est drôle, je ne vois pas ça comme étant des conséquences, mais plutôt un air de changement. Puis je dirais même quelque chose qui va être de plus en plus intéressant pour monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on va réduire probablement le temps d'attente pour avoir, que ce soit un prix ou pour une réclamation. Donc, il y a une partie qui va être accélérée à ce niveau-là. On va passer moins de temps au téléphone pour répondre à ces questions-là. Puis quand on va être prêt vraiment à faire la vente, à avoir le conseil, et puis, mettons, en réclamation, à avoir le service de réclamation, là, on va le faire par téléphone. Aujourd'hui, on peut passer facilement 1 heure au téléphone avec un agent, que ce soit un expert en réclamation ou en vente. Puis la plupart du temps, les questions qu'on pose, on pourrait les poser en amont d'une autre façon. Fait que moi, je pense que le numérique, il vient compléter l'offre qu'on a aujourd'hui. Il s'ajoute aux outils qu'on a, puis il va faire, il va réduire, dans le fond, le temps qu'on passe. Puis de plus en plus, les gens, ils s'attendent à ça. Ils s'attendent à faire les transactions par le téléphone et autres. Mais je pense
pense qu'à la fin, à la fin de l'histoire, à la fin de la journée, c'est au téléphone que la différence va se faire. Fait que pour moi, c'est des gains qu'on va aller chercher autant au niveau opérationnel que pour l'expérience client, puis faire en sorte qu'on est beaucoup plus efficace là, dans notre approche. Faire le contact humain, du coup. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce que les courtiers d'assurance ne sont pas contre l'innovation, au contraire, parce que plus il va y avoir d'innovation dans leur pratique de travail, plus ça va leur permettre de passer plus de temps justement pour la notion de conseil. Parce qu'on ne peut pas oublier que l'assurance, c'est pas un produit qui est simple à la base. C'est pas comme acheter une paire de souliers sur Internet. Un produit d'assurance, c'est là pour protéger les choses les plus importantes de votre vie, qui est votre patrimoine. On va prendre l'exemple le plus facile, c'est votre habitation et votre voiture. C'est un produit qui est compliqué. Alors, plus il va y avoir d'innovation pour nous permettre de bien communiquer avec les clients, plus ça va nous permettre de passer du temps justement pour la notion de conseil, donc augmenter son expérience client. Ça va réduire encore là, comme Éric le disait, ça va réduire le temps d'attente pour produire une modification, pour traiter le dossier, faire moins de clérical, mais passer plus de temps à rassurer le client sur ses choix et non plutôt à faire en sorte que le client soit laissé sans filet de sécurité. Donc, plus il y a de l'innovation, mieux c'est pour le client parce qu'on va passer plus de temps pour lui. Puis je me permettrais d'ajouter que ça va transformer l'industrie de l'assurance. Je le dis souvent à la blague. Aujourd'hui, quand on veut parler à notre assureur ou notre courtier, c'est parce qu'on veut renouveler sa police ou faire l'achat d'une police, ou c'est parce qu'on a un dégât, une réclamation, que ce soit en santé, au collectif ou au dommage. Fait que c'est vraiment dans cet axe-là qu'on va parler à l'assureur. On va utiliser l'innovation, on va utiliser le numérique pour transformer cette expérience client-là, puis faire en sorte que d'abord, tu vas probablement avoir envie de parler plus souvent à ton assureur parce qu'il va être là pour te guider et te conseiller dans ton quotidien. C'est vraiment ça, la transformation qui s'opère. Et c'est pour ça que je ne vois pas ça comme étant une conséquence. Aujourd'hui, tu appelles un assureur, il pose des questions, tu réponds, tu as un prix ou tu fais une réclamation. Tantôt, il va être là pour te conseiller, il va être là pour t'expliquer des choses parce que je pense que les gens, de moins en moins, voient l'importance de l'assurance, que ce soit au niveau de la vie, de la santé, que ce soit au niveau du service financier ou du dommage. Et je pense que le numérique va transformer ça et va redonner un souffle beaucoup plus fort à l'assurance, selon moi. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est quand même intéressant de voir que le numérique est vraiment là pour faciliter la vie du citoyen, même dans les assurances. Vous en avez fait la preuve. Merci, à bientôt. Merci à vous. Les compagnies d'assurance créent de plus en plus d'applications mobiles pour faciliter les processus de réclamation. Mais il y a d'autres fonctionnalités dans ces applications qui sont fort intéressantes pour le client. La Capital Groupe Financier offre une application pour ses clients en assurance collective. Elle permet aux employés de ses clients d'effectuer leurs réclamations en ligne, et ce pour les médicaments, les soins médicaux et paramédicaux. L'assuré peut aussi y inclure les reçus de ses factures. En plus, l'argent de la prestation peut être déposé directement dans son compte. C'est beaucoup plus rapide et plus sécuritaire. Vous êtes client de la Capital Groupe Financier? Téléchargez l'application via le App Store ou Google Play. La financière Sun Life, de son côté, offre déjà une application appelée Ma Sun Life, où ses clients peuvent aussi faire des réclamations, vérifier leur couverture, gérer leur épargne au travail et voir ses placements partout, en tout temps. Depuis peu, elle y a ajouté pour ses clients en assurance vie individuelle et collective un accès à des services de soins de santé virtuels. Dans le confort de leur foyer, les assurés peuvent parler avec divers professionnels de la santé comme un médecin, une infirmière autorisée ou un professionnel de la santé mentale. La visite virtuelle peut se faire par téléphone, au moyen d'une vidéo en direct ou de messages textes. Si vous êtes client, vous pouvez télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play. Vous êtes présent et actif sur les réseaux sociaux. En tant que citoyen, vous suivez probablement des ministères, des organismes pour vous tenir informés. On va en parler aujourd'hui d'abord avec les gens de la Société d'assurance automobile du Québec. Béatrice Farran, bonjour. Bonjour. Directrice des relations médias et gouvernementales à la SAQ. Et Gino Desrosiers, gestionnaire de communauté et porte-parole, bonjour. Merci d'être là. Comment s'est effectué le virage numérique de la SAQ?
En fait, pour les réseaux sociaux, on a décidé en 2011 d'embarquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pas pour y aller, parce qu'à la Société de l'assurance automobile, on a une mission d'améliorer le bilan routier, qui est le moins de blessés et de morts possibles sur les routes. Alors, on voulait aller faire de la sensibilisation. Pour pousser plus loin, on avait déjà des campagnes de sensibilisation dans les médias de masse, télé, radio et tout ça. Et on s'est dit, on veut aller sur les réseaux sociaux pour pousser plus loin la sensibilisation, mais aussi pour pouvoir faire un échange. Pas juste leur pousser du contenu, mais faire un échange, notamment avec les 16-24 ans qui sont surreprésentés dans le bilan routier. C'est une bonne façon d'aller interagir avec eux parce que s'ils nous répondent, on va pouvoir leur répondre, on va pouvoir passer une coche plus loin. Oui, la discussion. D'ailleurs, la discussion, l'échange est mené par Gino. Oui. C'est toi la voix de la SAQ? Oui, bien, longtemps seul, depuis environ un an, je ne suis pas seul, mais Facebook, là, c'est moi pratiquement à 100 Quand tu dis c'est toi, vous avez une nouvelle ressource qui a dû d'ailleurs s'adapter à ton ton particulier. Oui, parce que j'ai donné la couleur, ma couleur à la société. Parce qu'en se rendant compte qu'en discutant avec le citoyen, surtout sur Facebook, à un moment donné, il faut se décloisonner un petit peu, se décoincer. Ouais. Donc, j'ai emmené ça à un niveau plus familier, plus direct, mais que les gens ont apprécié. Là. On s'est fait dire c'est le fun, le gouvernement nous répond. Donc, on s'arrange pour leur répondre. Puis des fois, en mettant un petit peu de piment dans la discussion. Oui, un petit ton pince sans rire. Quand tu dis on s'arrange pour leur répondre, des fois, c'est... Des fois, on se dit, est-ce que ces gens-là, on leur répond ou est-ce qu'on les... Des fois, de leur répondre, ça permet de rassurer d'autres personnes qui viennent s'ajouter à la discussion, puis de dire, bien là, on peut pas dire n'importe quoi. Il faut quand même avancer ce qu'on dit. Donc, puis il y a des sujets comme le partage de la route qui amènent beaucoup à des commentaires assez virulents. Donc, il faut arbitrer ça un peu, mais disons que j'ai voulu arbitrer en y donnant un style un peu particulier. Oui. Parce que je dirais que notre politique, ce qu'on se dit, c'est qu'on n'efface pratiquement jamais des commentaires. Parce que quand on va répondre, on répond oui à la personne, mais on répond surtout à tous les autres qui vont les lire parce que c'est là qu'on va aller les sensibiliser. Parce qu'on ne veut pas prêcher à des convaincus. Ceux qui sont convaincus qu'ils roulent ses limites de vitesse, ils textent pas au volant, eux autres, on n'a pas besoin de les rejoindre, c'est déjà fait. C'est aux autres qu'on veut parler. Ouais. Fait que ces commentaires-là qu'on y répond, ça nous permet d'aller les rejoindre. Puis en allant répondre aux gens, ça nous permet d'amener du complément d'information qu'on ne peut pas mettre dans le message d'origine. Donc, on est capable d'aller en profondeur en allant engager la discussion avec les gens. Puis en allant, des fois, recadrer seulement la discussion, mais ça nous permet d'aller plus loin, ce qu'on ne peut pas faire en 15 secondes de vidéo avec une petite phrase pour accompagner une photo. Là. Voilà, c'est de l'éducation. Oui, c'est puis je dirais du 1 à 1. Oui. Quand on fait des campagnes de masse à la télé, on parle à des gens, mais là, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est vraiment citoyen. Donc, c'est vraiment du 1 à 1. À la blague, souvent qu'on sensibilise chaque citoyen un par un, c'est un peu ce qu'on fait. Oui. Puis on amène les gens, des fois, on voit des modifications dans leur façon de nous répondre. Parce qu'à quelque part, on dit que sur plusieurs mois, là, on voit que les mêmes personnes revenir, mais on dirait qu'ils cheminent un petit peu dans leur façon de faire. Puis j'ose croire que c'est un petit peu la façon qu'on leur a répondu qui a amené ça. Assurément. C'est ce qui nous permet de faire aussi quand on dit que notre ton est adapté à chacun des échanges. On ne va pas répondre de la même façon à une dame de 70 ans qui a une question sur comment renouveler son permis de conduire en centre de service ou à un homme de 35 ans qui a perdu son permis de conduire à cause de l'alcool puis qui n'est pas content. De la même façon qu'on n'a pas de politique stricte de vouvoiement ou de tutoiement, on s'adapte à chacun des échanges parce qu'on va répondre à ces gens-là. En plus, ils voient qu'on n'est pas des robots, il y a vraiment quelqu'un en arrière de l'ordinateur et ça permet de vraiment les sensibiliser parce que ils voient qu'on leur répond vraiment à eux, qu'on a lu leurs commentaires. Oui. C'est leurs préoccupations qu'on adresse vraiment. C'est ce qui fait que si jamais vous allez lire les réponses de la SAC, il y a des réponses aux nous et il y a des réponses aux je. Oui. Parce que quand la discussion elle implique beaucoup puis que je me sens vraiment interpellé, des fois, la réponse, elle tourne au je. Puis ça, ça le déplut à quelques personnes, mais ça plaît à beaucoup de nos abonnés parce qu'effectivement, c'est pas un robot, c'est pas des réponses toutes préparées d'avance. C'est un humain qui parle en défendant la mission de la société, mais en y croyant aussi comme individu. Et qui fait très bien ça. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes un modèle pour la fonction publique, assurément. On poursuit la discussion avec Hydro-Québec. Jonathan Côté, porte-parole médias sociaux chez Hydro-Québec. Nicolas Chicani, également chez Hydro-Québec, chargé d'équipe stratégie numérique. Merci d'être avec nous. Merci. Comment ça se passe chez Hydro-Québec? On a vu le cas de la SAQ. Hydro-Québec, comment on s'est fait le virage?
En fait, c'est un virage qui s'est opéré dans toutes nos communications, un virage à 180 degrés, à peu près 1 an ou 2, où on a vraiment décidé de mettre les utilisateurs, les clients, les citoyens au centre de nos communications, au lieu de faire passer d'abord les besoins d'affaires, donc mettre les gens au centre. Et ce virage-là, c'est entre autres pris sur les réseaux sociaux, sur tous les canaux numériques, finalement. C'est toi, Jonathan, qui les gère. Comment ça se passe? Bien, en fait, c'est beaucoup de volume, en tout cas, beaucoup de Oui, hein? gens qui veulent nous parler sur les médias Il n'y a sociaux. presque pas d'abonnés Hydro-Québec, de toute façon. Presque pas, non, mais en fait, je pense qu'au total, là, c'est comme près de 200 000. Quand même. Donc, il y a beaucoup de volume. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais en même temps, bien, on est là pour ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler aux clients et aux citoyens, parce qu'il y a comme deux aspects. Hein. Oui, Les gens tout à sont fait. à la fois notre client, mais en même temps, un peu notre propriétaire. Donc, puis les gens portent des chapeaux différents d'une fois à l'autre. Donc, on sait de leur parler là où ils sont. Donc, voilà. Les gens qui vous suivent ont conscience de votre ton assez particulier. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est en équipe? Comment ça s'est fait? Bien, ça s'est fait un petit peu progressivement. Hein? Puis on peut pas dire qu'il y a nécessairement un seul ton pour Hydro-Québec. Un peu comme la SAQ le disait, il faut savoir manier le ton, qui on s'adresse. dépendamment à qui on s'adresse, dépendamment du contexte. Il y a des gens qui nous parlent sur les médias sociaux lorsqu'ils sont en panne, par exemple. Bien, on ne va pas aller faire des blagues nécessairement par rapport à ça. S'ils vivent une situation difficile, s'il y a des gens qui sont en difficulté de paiement, tout ça, versus d'autres qui sont là plus pour s'amuser hein, sur les médias sociaux, qui nous tentent des perches. Oui. Donc, on est capable de saisir ces occasions-là. Donc, il faut être capable de lire un peu là, derrière les lignes, pour savoir c'est quoi la situation vraiment que la personne vit. Des fois, leurs demandes ne sont pas nécessairement claires non plus. Donc, J'allais dire, chose certaine, il fallait absolument s'éloigner du ton plus corporatif puis adopter un ton vraiment de proximité. C'est une entreprise qui appartient aux gens, il faut leur parler d'une façon très, très près d'eux. Sur Facebook, par exemple, c'est un réseau qui est plus personnel. Les gens interagissent là avec leurs amis, leur famille. Donc, quand ils interagissent avec nous, oui, on n'est pas leur famille et leurs amis, mais on va adopter un ton plus de proximité, plus une conversation. On ne parlera pas d'Hydro-Québec à la troisième personne. Non. On va être vraiment de créer une proximité versus peut-être sur Twitter, où là, bien, il y a peut-être plus une distance qu'on aurait moins sur Facebook. Qui est un fil plus d'actualité. Il y a moins aussi de citoyens sur Twitter, on va se le dire. Exactement. Donc, il faut s'adapter en fonction de ça aussi. Est-ce que vous avez remarqué un changement par rapport à la vision que les gens ont d'Hydro-Québec depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Ben, en fait, je dirais oui depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, mais depuis qu'on a changé notre façon de communiquer de façon plus globale. On le voit très bien dans les sondages qu'on peut mener là, d'un trimestre à l'autre. Mais sur les réseaux sociaux, tout à fait, on voit une différence dans le sens où les gens, je pense, à une certaine époque, ne s'attendaient même pas à ce qu'on leur réponde, ne s'attendaient même pas à ce qu'on soit là. Et souvent, bon, on pouvait peut-être émettre certains commentaires plutôt négatifs. Et juste le fait qu'on soit là pour leur répondre puis qu'on se préoccupe de ce qui, eux, les préoccupe, Ouais. ça fait déjà une immense Des différence. humains. C'est ça, on le perçoit. Oui, c'est des humains. ça- Nous aussi, on est des humains. Il n'y a pas de robot là-dedans. C'est ça. C'est une discussion et ça change le ton de la discussion. Ça vient généralement. humaniser l'entreprise, mais juste depuis qu'on est arrivé sur Facebook, on est arrivé quand même assez récemment sur Facebook par rapport à d'autres, on a senti aussi l'évolution dans les réactions des gens au début. Donc, on est arrivé puis on avait le vent d'en face pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de commentaires négatifs, puis il y en a beaucoup moins. Là. On commence à avoir une communauté qui est beaucoup plus engagée, beaucoup plus positive, puis on est capable d'avoir une vraie conversation. Puis c'est là qu'on voulait être, finalement. Merci beaucoup, très intéressant. Puis bravo pour votre travail. Vous aussi, un très bel exemple de gestion de communauté et de stratégie numérique. Merci. 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 Notre vie est devenue vraiment numérique. Avec les réseaux sociaux, on partage énormément d'informations personnelles sans vraiment connaître les conséquences. Quel comportement adopter? On a deux gourous avec nous aujourd'hui à l'émission numérique pour en parler. Mathieu Dugal, animateur et chroniqueur techno. Merci du titre. Oui, c'est presque ça. Clément Laberge, qui est consultant en technologie dans le domaine de la culture. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. Merci de l'invitation. Là, c'est sûr que le cas de Facebook, de Cambridge Analytica, ça nous a amené à parler de tout ça. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait en tant que monsieur, madame, tout le monde, là? Vous connaissez vraiment ça, mais quel Je pense que comportement? la première chose, c'est de s'intéresser au sujet puis d'être conscient que tout ce qu'on fait sur le web, en particulier sur les réseaux sociaux, laisse des traces. Et que c'est ces traces-là qui font vivre les plateformes, puis que si on ne prend pas soin de s'interroger sur ça, bien, on va en perdre le contrôle. Ouais. Clément, tu as quitté Facebook. Oui, moi, j'ai C'est choisi tout ou rien, là. Oui, bien, moi, j'ai choisi de quitter parce que, pour moi, dans les dernières semaines, il y a un bris de confiance qui est arrivé.
Il n'y a pas de surprise, on l'a dit, on sait depuis longtemps qu'on laisse plein de données derrière nous, que Facebook sait tout à notre sujet. Mais on faisait confiance à Facebook pour être responsable avec ces données-là. Puis pour moi, les derniers mois montrent qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils ne font pas confiance. Puis moi, ma façon de l'exprimer, ça a été de dire « c'est assez. Moi, je ne joue plus dans ce jeu-là. Je dis mon exaspération, puis je porte sur la place publique qu'il faut en débattre, qu'il faut en discuter. » Mais t'es chanceux de pouvoir... de pouvoir... Toi, tu peux pas faire ça. Bien, c'est-à-dire que oui, on peut toujours. Oui, excuse-moi. Il n'y a personne qui... Mais c'est un outil de communication. Mais tu sais, nous, à l'émission, à la sphère, comme chroniqueur en intelligence artificielle, j'ai besoin de plateformes, moi, pour pouvoir rayonner. Il y a pas... Échanger. Maintenant, les médias, même un média comme Radio-Canada, qui est très bien implanté, qui a plein de... Tu sais, qui est sur toutes les plateformes possibles, ça prend ce petit plus-là maintenant. Est-ce que la manière dont ça se fait, c'est une manière optimale? Moi, je dis non, puis c'est vrai. Et moi, si, dans l'absolu, j'aimerais avoir ta liberté, Clément, pour pouvoir faire des alternatives pour des besoins personnels, mais pour des besoins de diffusion, c'est sûr que Facebook n'a pas d'égal aujourd'hui. Est-ce que tu y reviendrais si tu avais besoin de cet outil-là, sachant que là, tu ne partages plus rien de personnel? Bien, en fait, aujourd'hui, c'est pas possible dans l'environnement de Facebook. Okay. Mais si on arrive à travers les prochains mois à réinventer ces plateformes-là, à donner un meilleur contrôle aux usagers d'une part, puis si les pouvoirs publics définissent un certain nombre de choses acceptables, un certain nombre de choses inacceptables, oui, je peux y retourner. Moi, je ne suis pas fâché contre les réseaux sociaux. C'est des outils extraordinaires, on ne peut pas le nier. Oui. Bien, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, jusqu'à maintenant, tout l'environnement de la plateformisation de nos vies s'est fait dans une espèce de vide législatif incroyable. Écoutez, c'est comme... qui se réguleraient eux-mêmes. Écoute, c'était le Far West. Ils étaient morts de rire. Là. Ils avançaient, d'ailleurs, le slogan de Facebook jusqu'en 2014, c'était « Move fast and break things ». Alors, je veux dire, ça s'invente pas. Là. Non, c'est ça. Et donc, là, on se rend compte que Move Fast and Break Things, là, bien, ça donne des choses comme Donald Trump à la présidence des États-Unis avec tous les effets délétères qu'on connaît. Mission accomplie. Et donc, mission accomplie. Mais là, le problème, c'est qu'on se rend compte que ça mine les fondements même de la démocratie. On ne peut pas continuer à faire comme si cette chose-là n'influençait pas de manière néfaste la vie en société. On se rend compte que c'est toxique pour la vie en société, cette organisation des données-là. Et donc, ce n'est pas un enjeu que personnel. C'est un enjeu public aussi. Il va falloir que les gouvernements s'y mettent, qu'on s'interroge collectivement sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, l'Europe pave la voie à ça actuellement. Ils ont pris l'avance, ils proposent des réglementations sur lesquelles l'Amérique du Nord, le Canada, le Québec vont devoir aussi s'interroger. Vous voyez ça dans un avenir assez rapproché, législation? Bien, déjà, actuellement, Mark Zuckerberg, au début de l'année 2018, a dit qu'il allait se plier, en fait, il allait se plier au règlement européen, mais pour l'ensemble de ces données dans le monde. Alors, imaginez, là, c'est un règlement qui, en temps normal, ne s'appliquerait qu'à l'Europe. Et là, lui, évidemment, il voit que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Et là, donc, il cherche plein d'issues possibles. Mais il a quand même dit qu'il allait se soumettre au règlement. Il n'est pas légalement tenu de faire ça pour l'ensemble de ses abonnés. La réglementation va l'aider à repositionner Facebook. Sans ça, il est laissé lui-même. Concrètement, rapidement, on dit quoi aux gens à la maison? On dit d'y aller avec parcimonie, on dit de surveiller. Moi, je pense qu'on dit d'abord d'aller dans les réglages de Facebook, d'aller voir c'est quoi les options qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on accorde comme droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de s'intéresser au sujet, de comprendre pourquoi il y a des enjeux, pourquoi c'est pas qu'une question personnelle, pourquoi les gouvernements devraient s'impliquer là-dedans. Il y a un vrai enjeu de société là. Puis pour moi, la troisième, c'est qu'il faut exiger des gens qu'on élit à tous les niveaux de s'y intéresser puis de s'engager dans cette voie-là. On a une élection qui vient dans quelques mois. Il faut que, comme citoyens, on interroge les gens qui vont nous demander notre confiance, quel que soit leur parti, de nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de ces enjeux-là. Oui. C'est tout à fait ça. C'est que notre appareil politique, on a souvent des politiciens qui ne connaissent rien dans ce domaine-là et surtout ne veulent pas trop y connaître. On a touché à ça. C'est comme si c'est pas la vraie vie. Mais là, on regrette, c'est la vraie vie. C'est ça, la vie, là. Et c'est en train de... Il faut le redire, c'est en train de miner les fondements de la démocratie. C'est leur devoir de les protéger. Oui, et c'est le devoir. Maintenant, la citoyenneté numérique, les droits des citoyens en ligne, c'est aussi important que la question des droits humains, le respect des droits de la personne. Et il va falloir qu'à un moment donné, qu'on allume et qu'on se rende compte que les effets délétères de ces plateformes-là qui ne sont pas régulées sont extrêmement néfastes, extrêmement toxiques et qu'il va falloir s'arrêter, s'y intéresser, puis vite, là, parce qu'eux, ils les attendent pas. Là. Non, c'est ça. Move fast and break things. Merci beaucoup, messieurs. Merci.
GoTestament, c'est un document qui nous semble coûteux et compliqué, et c'est vrai. Pour permettre au plus grand nombre d'en avoir un, la société Sky Legal a créé GoTestament. Ce site web offre la possibilité de créer un testament notarié ou avec témoin en ligne à un prix abordable. Pour le faire, vous devez d'abord répondre à un questionnaire qui prend 15 à 40 minutes à remplir selon votre situation. Les questions sont simples et accessibles à monsieur et madame tout le monde. Vous devez ensuite imprimer le document dûment rempli et le faire signer par 2 témoins. Vous aurez ainsi un testament légal au Québec pour 50 $. Toutefois, cette option exigera à votre décès une vérification légale par un notaire. Si vous choisissez l'option notariée, il vous en coûtera 240 $ et la vérification légale ne sera pas nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur gotestament.com. Encore une belle émission, non? Oui, beaucoup de questionnements, de réflexions. Être un citoyen numérique, c'est définitivement plus de responsabilité qu'on peut penser. Oui, il faut faire attention aux informations qu'on partage. Oui, les fausses nouvelles, grand sujet, on en parle beaucoup. C'est pas toujours facile, hein? On entre sur notre Facebook, sur notre Twitter, c'est un fil d'actualité, on est bombardé de nouvelles. Comment on fait pour déterminer ce qui est vrai du faux? Il y a des outils pour ça. Oui, alors aux États-Unis, il y a une équipe d'étudiants qui, à l'occasion d'un hackathon, a inventé une extension pour navigateur qui te permet d'être alerté quand tu vas sur un site qui donne des fausses informations, que ce n'est pas la bonne à partager. OK, c'est super. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle OpenMind et tu as une version bêta qui va bientôt sortir, openmind.press. Il y a aussi une autre responsabilité de citoyen quand même, c'est d'être conscient de la cyberdépendance, surtout chez les jeunes. Chez les jeunes, vraiment important. Ils sont nés avec la technologie, hein, on le sait. Ici, au Québec, pour sensibiliser justement les jeunes à la cyberdépendance, il y a la table d'action préventive jeunesse de la Jacques-Cartier qui a créé un jeu coopératif qui s'appelle Réseau. C'est vraiment un jeu de table. Donc déjà, ça donne une pause de technologie. Un jeu de table qui fonctionne exactement comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu peux devenir ami avec les joueurs, tu peux créer des événements. Il faut que tu fasses aussi attention à la cyberdépendance dans ton jeu pour ne pas perdre la partie. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une belle idée, ça. Peut-être qu'il faudrait l'importer en France. Et tu peux le commander en ligne. Tu peux aller consulter leur page jeuxreseau.com. Oui, et comme on en a parlé tout à l'heure, c'est important de protéger ses informations personnelles. Avec le problème Facebook, Cambridge qu'on a connu récemment, voilà, c'est devenu plus évident. Oui, c'est ça. On en a parlé tout à l'heure avec Mathieu Dugal, Clément Laberge. C'est très, très, très important. Il y a des outils pour ça. Notamment, il existe Ghostery. Ça aide à bloquer justement les technologies de tracking. Premièrement, en plus, vos pages vont se charger beaucoup plus rapidement. Vous allez protéger vos données. Oui, et puis on connaît aussi AdBlock qui bloque les bannières, les publicités, les malwares aussi. Il y a Privacy Badger. Lui, empêche les annonceurs et autres traceurs de pister les pages que tu visites. Bref, il y a beaucoup d'outils pour nous aider, en fait. Oui, il y en existe encore plein d'autres. En fait, il faut surtout être vigilant, être conscient de ce qu'on partage, lire les articles avant de les partager. C'est vraiment la prudence, bref. Et puis, je rajouterais de vérifier la date aussi de publication avant de partager un article qui aurait peut-être 2 ans. Oui, c'est ça. Totalement pas d'actualité. Bref, prudence, vigilance et on se donne rendez-vous aussi pour la prochaine émission, le numérique et la musique. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et on vous dit à bientôt.